نهارين تقريبا ولا 3 أيام وتنطلق الامتحانات إن شاء الله بالتوفيق. اليوم درسنا باش يكون موجه لشعبة الاقتصاد والتصرف، ودرسنا باش يكون على الاقتصاد باش يأثوه كل من الأساتذة. مدام سمح كريم الطويل مرحبا بيك، والأستاذ معز بالخوجة مرحبا. اهلا وسهلا. الأستاذة فاتن مريسة العماري، هكا نطقت صحيح؟ مرحبا. والأستاذة وفاء بن حسن الجزيري. في الاستوديو الفرعي عندنا مدام جليلة حداد متفقدة المدارس الإعدادية والمعاهد، مرحبا بيك. والأستاذة منى الأطرش والأستاذة نجاة بن سليمان عبد الواحد. للاتصال عندكم رقم 71 845 300 أو 71 848 808. نبداو على بركة الله في الدرس. تفضل، شكون ياخذ الكلمة؟ مرحبا بكم. إن شاء الله السنة sera couronnée par la réussite de tous nos élèves. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos suggestions et on essaiera ensemble d'éclaircir s'il y a lieu des points sombres. Et vas-y, donc on reçoit vos questions. نمشوا إذا للأستوديو الفرعي ثم نعود. مدام جليلة. Bonsoir. Bonsoir. Chers téléspectateurs, chers candidats, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère de l'Éducation et particulièrement le cadre pédagogique qui se préoccupe de plus en plus d'accompagner au mieux les candidats qui sont appelés à passer l'examen de baccalauréat en consolidant davantage leur savoir et leur savoir-faire à travers cette émission. Alors que j'espère qu'elle soit adaptée à leurs besoins. En fait, cet examen représente la plupart du temps une période de rythme accéléré et de travail intense. Certes, le bac est le sésame pour suivre des études supérieures. Pour cette raison, je propose quelques recommandations pour des fins utiles et pour aider à préparer l'épreuve de gestion avec toute sérénité. Alors, comme vous voyez, l'élève doit exploiter le temps alloué à l'épreuve, lire attentivement le sujet, de dégager les éléments clés et principalement de cerner les problèmes, de lire et relire le travail à faire, d'avoir une bonne méthode de travail qui vous fera progresser dans la résolution du problème, d'analyser les questions, préparer les outils jugés nécessaires, tels que les formules, le processus, le schéma, de s'assurer de l'exactitude des calculs, de commenter les résultats obtenus, de s'assurer que toutes les questions ont été traitées et de vérifier s'il y a des annexes à rendre. Alors, l'épreuve de gestion aura lieu le 9 juin. Le temps alloué à cette épreuve est de 3h30. Son coefficient est 3. Cette épreuve comporte 2 parties indépendantes. La première partie s'appuie sur 2 exercices de genres différents, notés sur 5 points. Pour la seconde partie, vous allez traiter un cas composé d'un certain nombre de dossiers dépendants, notés sur 15 points. Alors, pour parvenir à répondre à vos questions, qui sont nombreuses, nous avons envisagé tout d'abord de les reformuler, puis de les regrouper selon les thèmes en conformité avec le programme officiel. Mais avant de céder la parole à mes collègues, j'aimerais demander aux professeurs qui ont le plaisir de répondre aux questions de nos élèves d'être précis et concis avec l'espoir d'être à la mesure de leur attente. Madame Najet, la parole est à vous. On vient de recevoir ainsi des questions qui portent surtout sur le dernier chapitre, à savoir la gestion financière. Parmi ces questions, et pour commencer, on va commencer par les questions. Voilà. Nos élèves veulent savoir comment déterminer le besoin de financement de l'exploitation, quels sont les moyens de financement du besoin d'exploitation et comment se calcule le coût de l'escompte et le coût du découvert.
Monsieur Mouaz Belkhouja, si vous voulez bien répondre à ces questions. Bien sûr. Donc, cette question, on peut la décomposer en 3 volets. Le premier volet étant comment calculer le besoin en fonds de roulement. Vous savez que le besoin en fonds de roulement est dû à pour origine le décalage entre les encaissements et les décaissements. Lorsque les besoins d'exploitation dépassent les ressources d'exploitation, comme vous voyez sur l'écran, donc les besoins d'exploitation sont composés par la durée de stockage, la durée de fabrication et la durée crédit client. Ces besoins d'exploitation sont le plus souvent plus importants que les ressources d'exploitation constituées par les crédits fournisseurs. Dans ce cas-là, le besoin en fonds de roulement prend naissance. Vous voyez bien sur l'écran 35 jours la durée de stockage, 15 jours la durée de fabrication et 20 jours un crédit client, duquel il faut retrancher la durée crédit fournisseur et on aura un besoin en fonds de roulement de 45 jours du chiffre d'affaires. Je viens de répondre à la première partie de la question. Le deuxième volet, c'est comment financer le besoin en fonds de roulement. Quels sont les moyens de financement du besoin en fonds de roulement? Je vous rappelle que c'est un besoin à court terme, donc il faut utiliser des moyens de financement à court terme. Le premier moyen de financement, si vous voulez, le recours au crédit fournisseur. On fera appel également au fonds de roulement, c'est-à-dire l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Sinon, l'entreprise fera appel à la remise à l'escompte et au concours bancaire. Je vous rappelle que la remise à l'escompte, c'est une opération qui consiste à céder, à vendre une traite, un effet de commerce avant sa date d'échéance. Bien sûr, chaque opération de financement va entraîner le paiement d'un coût. Donc, l'élève sera amené à faire un choix, donc à calculer le coût de l'escompte. Sur l'écran, vous voyez que le coût de l'escompte, c'est l'escompte, c'est-à-dire les intérêts ou l'intérêt prélevé par le banquier escompteur, auquel il faut ajouter le montant des commissions. Vous faites attention, un coût, lorsqu'il s'agit d'un coût, on exclut la TVA, puisque la TVA, elle est déductible. Et il en est de même pour le coût du découvert. Ce sont les intérêts prélevés par le banquier, plus les commissions hors taxes. Faites attention, au niveau du découvert, c'est le montant du découvert. Et au niveau de l'escompte, grand A, c'est le montant de la traite qu'on désire escompter. Pour mieux voir les choses, on va on va prendre une application chiffrée. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise qui décide le 15-3. Donc, le 15-3, c'est une date de remise à l'escompte, c'est une date de négociation. Elle va vendre le 15-3 une traite échéant, la date habituelle de paiement de cette traite, le 14-5. On va décompter, on va dénombrer le nombre de jours séparant la date de remise à l'escompte et la date d'échéance. Vous voyez bien sur l'écran. Le 15-3, c'est la date de remise. Le 31 mars, du 15 au 31, ça fait 16 jours. Le mois d'avril compte 30 jours. Et la date d'échéance, le 14 mai, 14 jours. En tout et pour tout, on aura 60 jours à parcourir. C'est-à-dire, normalement, l'entreprise devra attendre 60 jours. Pour avoir le paiement avant l'échéance, on va remettre à l'escompte cette traite ayant une valeur nominale de 7 500 avec un taux d'intérêt de 10%. Fois 60 jours. Je vous signale à ce niveau-là que parfois le banquier, après avoir calculé le nombre de jours réels, on ajoute quelques jours, appelés les jours de banque. Dans notre cas, on n'a pas de jours de banque. Donc, on fait l'application. Vous aurez un escompte, c'est-à-dire un intérêt prélevé par le banquier de 125 dinars. La commission, une commission hors taxe de 15 dinars. Et on aura le coût de l'escompte, si vous voulez, c'est l'agio hors taxe. 125 dinars, le montant de l'escompte, l'intérêt prélevé, plus 15 dinars, un coût de cette opération de 140. Vous voyez bien qu'on n'a pas tenu compte de la TVA vu qu'il s'agit d'un coût. On peut aussi, au lieu de remettre à l'escompte la traite, on peut faire appel à un concours bancaire. Il s'agit de crédits bancaires à court terme ou des découverts bancaires. Vous voyez sur l'écran un découvert de 7 500 pendant 60 jours, selon les conditions suivantes. Un taux d'intérêt de 9%, des commissions de 0,5% du montant du découvert hors TVA. On va commencer par calculer les intérêts prélevés par le banquier dans le cas du découvert. C étant 7 500 le montant du découvert, 9% c'est le taux d'intérêt, 60 jours,
et on aura un montant d'intérêt de 12 dinars 500. On va ajouter la commission au taux de 0,5% et on aura un coût du découvert qui s'élève à 150 dinars. Bien sûr, l'entreprise choisira la modalité la moins onéreuse, la moins coûteuse. Dans notre cas, le coût de l'escompte, 140 dinars, donc c'est une solution moins coûteuse. On va probablement retenir cette modalité. Vous faites attention, je vous rappelle encore une fois que le coût d'une modalité est toujours en hors TVA, en hors taxe. Peut-être on n'a pas pris suffisamment de temps pour signaler, pour vous rappeler que les sources de financement à court terme, exclusivement, on peut citer le fonds de roulement, on peut citer les crédits fournisseurs, comme on peut faire appel soit à un escompte, ou à une remise à l'escompte ou à un découvert. Donc, c'était la première question qui porte sur le financement du cycle d'exploitation. شكرا أستاذ معز. شكون عنده إضافة؟ Donc, c'était la question qui porte sur le cycle d'exploitation. إذا نعود للأستوديو الفرعي لمزيد من الأسئلة. La deuxième question posée, quels sont les critères de choix du projet d'investissement? Madame Samer, la parole est à vous. Merci. Madame Samer. Alors, je reprends la question. Concernant la question qui portait sur les différents critères de choix du projet d'investissement, d'abord, et pour effectuer un choix d'investissement, il faut rappeler les différentes caractéristiques économiques de tout investissement, à savoir I0, qui représente le coût de l'investissement, qui est égal au prix d'acquisition net des réductions commerciales, auxquelles on ajoute bien sûr les frais d'acquisition hors TVA. Le deuxième élément est bien sûr la dotation aux amortissements ou annuité d'amortissement, qui peut être égale au coût d'investissement divisé par la durée de vie probable, notée par petit n, ou encore le coût de l'investissement multiplié par le taux d'amortissement. Il y a aussi la valeur résiduelle qui peut être égale à la valeur comptable nette ou encore le coût de l'investissement moins la somme des amortissements jusqu'à la fin du projet. Enfin, on peut aussi citer la CAF générée par cet investissement qui est égale au résultat net d'impôt auquel on rajoute la dotation aux amortissements. Ainsi, et pour juger l'opportunité d'un investissement, on peut se référer à deux critères. Le premier critère est le critère de la vanne, c'est-à-dire la valeur actualisée nette, qui représente un critère de rentabilité. Si on peut le voir, bien sûr, sur notre écran. Donc, le premier critère est la valeur actualisée nette, qui est un critère de rentabilité. Donc, la vanne est égale à la somme des CAF actualisées plus la valeur résiduelle actualisée moins le coût de l'investissement I0. La vanne, bien sûr, doit être positive pour que le projet soit rentable. Et bien sûr, entre deux projets, on choisit toujours celui qui a la vanne la plus élevée. Par exemple, si on a des CAF annuelles constantes, l'actualisation de ces CAF doit se faire en se basant sur le coefficient d'actualisation de la table 4. Par contre, si les CAF sont variables, on va se référer au coefficient d'actualisation de la table 2. Il faut toujours rappeler que la valeur résiduelle est toujours actualisée en utilisant le coefficient d'actualisation de la table 2 et ceci quelle que soit la nature de la CAF, qu'elle soit constante ou variable. Le deuxième critère de choix est le délai de récupération du coût de l'investissement, noté par DRCI, qui représente un critère de risque ou bien sûr pour montrer que le projet est productif. Dans un premier cas, lorsque les CAF sont constantes et la valeur résiduelle est nulle, on peut calculer notre DRCI en divisant le coût de l'investissement par la CAF annuelle constante. Par exemple, si on a un coût d'investissement de 150 000 dinars avec une CAF annuelle constante de 50 000 dinars et une valeur résiduelle nulle, le délai de récupération du coût de l'investissement sera égal à 150 000 divisé par 50 000, soit 3 ans. Si par exemple, dans un autre cas,
on a des CAF variables ou CAF constantes avec une valeur résiduelle différente de 0. Dans ce cas, on doit établir le tableau des flux nets de trésorerie tout en rajoutant la valeur résiduelle à la fin du projet, c'est-à-dire à la dernière année, parmi les CAF. Donc, dans ce cas, on remarque que notre délai de récupération est compris entre la 3e et la 4e année. Et bien sûr, on remarque que notre valeur résiduelle a été rajoutée à la dernière année avec la dernière CAF. Donc, on aura 55 000 plus 30 000 égale 85 000 dinars. Donc, notre projet sera récupéré au bout de 3 ans, 4 mois et 7 jours. Voilà. شكرا. هل من إضافة؟ Donc là, on peut ajouter à ce que venait de dire Madame Kraïm, que la CAF et la vanne constituent également un critère de rejet, pas forcément un critère de choix. Ouais. C'est-à-dire, on peut rejeter un projet, même s'il est rentable, mais s'il ne respecte pas une exigence de l'entreprise. Un projet ayant un délai de récupération inférieur, par exemple, à 2 ans, ne sera pas retenu. Voilà, un projet ayant une vanne inférieure à 100 000 dinars ne sera pas retenu, non pas parce qu'il n'est pas rentable, mais il est rentable, mais il n'est pas suffisamment rentable. شكرا. نعود للاستوديو الفرعي. Madame Jalila. Oui. Toujours dans le cadre de la gestion financière, nos élèves se posent la question sur les moyens de financement de l'investissement et les critères de choix selon lesquels se fait le choix entre les différents moyens de financement de l'investissement. Voyez. D'accord. عودنا سؤال مدام. Madame Faten Mrissa, si vous عودنا voulez. سؤال. Donc je pose la question. Donc quels sont les moyens de financement قرب الميكرو شوية مان. et selon quels critères s'effectue le choix? Madame Mrissa. Bon, en réponse à cette question, on dit que les moyens de financement sont classés de 2 types. Il y a les ressources internes qui sont composées du prix de cession de l'immobilisation cédée par l'entreprise, qui est égal à la valeur comptable nette plus le résultat de cession, et de la partie de la CAF non distribuée, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire qui est égal à la capacité d'autofinancement de l'année N moins les dividendes à distribuer en N plus 1. Rappelons que la capacité d'autofinancement est l'ensemble des ressources internes générées par l'activité de l'entreprise. Elle peut être calculée selon 2 méthodes, soit à partir des comptes de gestion, CAF égale le total des produits encaissables moins le total des charges décaissables, soit à partir du résultat de l'exercice ajusté, c'est-à-dire CAF égale résultat de l'exercice plus les charges non décaissables moins les produits non encaissables. Maintenant, on déclare qu'il y a aussi des ressources externes qui sont composées de l'augmentation du capital par un nouvel apport, des emprunts à long et moyen terme, par exemple les emprunts bancaires qui peuvent être remboursés par annuité constante ou par amortissement constant, et les emprunts obtenus auprès des établissements de leasing, le crédit bail, qui se traduisent par le paiement des redevances annuelles et avec la possibilité de lever l'option d'achat. Maintenant, le choix de mode de financement doit porter sur le mode le moins coûteux, bien sûr après actualisation des flux nets de trésorerie, en tenant compte de la capacité de remboursement de l'entreprise et de l'adéquation entre l'opération à financer et la durée de financement, bien sûr en assurant la sécurité maximale et le moindre coût. Les flux nets de trésorerie sont obtenus en faisant la différence entre les encaissements qui se traduisent par des flux monétaires entrants et les décaissements qui se traduisent par des flux monétaires sortants. Maintenant, parmi les décaissements, on peut citer le coût de l'investissement qui est décaissé à l'époque 0 et le remboursement de l'emprunt qui est effectué à la fin de chaque année et qui est fragmenté en intérêt et en remboursement du principal, c'est-à-dire l'amortissement de l'emprunt. Au niveau des encaissements, on a le montant de l'emprunt, bien sûr reçu au début de la durée du projet, et la valeur résiduelle qui sera encaissée à la fin de la durée d'exploitation et bien sûr les économies d'impôts constatées sur les amortissements du bien, c'est-à-dire sur la dotation annuelle aux amortissements de l'investissement et sur les intérêts de l'emprunt.
le coût net de financement est égal à la somme des flux nets de trésorerie actualisés. On calcule le coût net de financement à chaque mode et on choisit le mode de financement ayant le coût net le moins élevé. شكرا. نذكروا برقم الهاتف 71 845 300 أو 71 848 808. نعود للاستوديو الفرعي. Oui, la question suivante. Quelle est la différence entre annuité d'amortissement d'une immobilisation et annuité d'un emprunt? Madame Wafé, merci. Merci. Donc, je vais expliquer la différence entre l'annuité d'amortissement d'une immobilisation et l'annuité d'un emprunt sur le tableau pour rappeler les différentes formules. Donc, on va commencer par l'annuité d'amortissement d'une immobilisation. Donc, il s'agit de la constatation obligatoire comptable d'une dépréciation de la valeur de l'immobilisation. C'est une charge non décaissable notée petit a qui est calculée selon le système linéaire par le rapport entre la valeur d'origine VO qui représente le coût d'acquisition sur la durée de vie probable N. Ou bien elle est calculée aussi selon la formule petit a égale la valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Et ce taux d'amortissement, il est noté petit t, sachant que t peut être calculé par le rapport entre 100 sur la durée de vie probable. Donc la valeur d'origine de l'immobilisation, c'est le coût réel d'acquisition. Il est toujours calculé en hors TVA. Il est égal au prix d'acquisition net des réductions commerciales plus les frais d'acquisition, ce sont les frais directs. Donc, tout ce coût-là doit être toujours calculé en hors TVA. Pour maintenant l'annuité de l'emprunt, elle se compose de deux éléments. Une fraction du crédit ou bien de l'emprunt obtenu par l'entreprise, appelée aussi tranche, c'est l'amortissement, noté grand A, plus des intérêts calculés sur le capital restant dû au début de chaque période, noté grand I. Donc, deux modes de remboursement sont retenus, ou bien le remboursement par annuité constante. Dans ce cas, l'annuité de l'emprunt notée aussi petit a est calculée selon cette formule-là. C'est la valeur V0, c'est la valeur du crédit, fois le coefficient de la table 5, I sur 1 moins 1 plus I moins N, où le petit n, c'est le nombre d'annuités. Donc, dans le cas où nous avons un remboursement par des amortissements constants, le remboursement se fait par des amortissements constants, donc l'annuité est variable. Elle se compose d'une fraction constante du capital plus des intérêts. Donc, petit a, P serait égal à grand A plus I, P, où l'amortissement est calculé selon la formule valeur du crédit sur N, la durée du crédit. Donc, on a la même notation pour les annuités, mais ça n'a rien à voir pour le calcul. Donc, on va prendre un petit exemple où il y a le plan d'amortissement d'une immobilisation et le tableau d'amortissement d'une immobilisation de l'emprunt. Voilà. Donc, comme vous voyez sur l'écran, vous avez le plan d'amortissement d'une immobilisation qui est présenté en fonction des années, puisque l'amortissement est calculé toujours tous les 31 décembre. La première colonne, c'est la base d'amortissement notée VO. C'est le même coût pris en compte dans le calcul de la vanne, c'est le coût de l'investissement.
l'annuité d'amortissement est constante, elle est égale à VO sur N. La somme des amortissements, c'est le cumul qui se fait à la fin de chaque année. Et la valeur comptable nette, c'est à la fin de chaque exercice qu'on la détermine par la formule VO moins somme des A. Pour le, pas encore, un petit peu. Pour le tableau d'amortissement de l'emprunt, pas encore. Oui, pour le tableau d'amortissement d'un emprunt, on a pris l'exemple des amortissements constants. Donc, on commence par calculer les amortissements qui sont égaux à V0 sur N. Comme vous voyez, on présente ce tableau en fonction des périodes et non pas en fonction des années. Et l'annuité est calculée par la somme de l'amortissement constant et des intérêts calculés sur le capital début de période. Donc, c'est le CRDP fois le petit i. Et le capital de fin de période est calculé par la différence entre capital début et amortissement. Merci. شكرا. مدام جليلة مزيد من الأسئلة؟ Oui. La question suivante s'intègre dans la gestion des ressources humaines. Eh ben, nos élèves demandent comment calculer la masse salariale et quelle est son utilité. Quelle est l'utilité de la masse salariale? Donc, à vous, Mouaz. Nos élèves s'interrogent sur la masse salariale. En fait, la masse salariale, c'est le coût de la main-d'œuvre. Combien la main-d'œuvre coûte à l'entreprise. Donc, le coût de la main-d'œuvre, c'est, on va exposer, on va projeter sur l'écran, c'est le salaire brut auquel il faut ajouter les charges sociales et fiscales patronales. Les charges sociales patronales, c'est la CNSS au taux de 16,57% du salaire brut. Il faut ajouter les charges fiscales patronales, la taxe sur la formation professionnelle, la TFP, et le FOPROLOS, Fonds pour la promotion des logements sociaux. Donc, ce sont des charges sociales et patronales fiscales. Donc, vous faites attention, il ne faut pas mélanger masse salariale et salaire net. La masse salariale constitue une charge, un coût pour l'entreprise, alors que le salaire net, c'est un revenu pour le personnel. Donc, pour mieux voir les choses, on va chiffrer, on va prendre un exemple chiffré et vous allez voir qu'il s'agit de deux concepts différents. La masse salariale, on va commencer par calculer le salaire net, le salaire que l'entreprise va verser à son personnel. Salaire brut 30 000 dinars, duquel on va retrancher la CNSS. Vous faites attention, on retranche la CNSS ouvrière et non pas patronale. On trouve le salaire imposable. On va retrancher l'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et on va retrancher, s'il y a lieu, les avances et acomptes sur salaire. Et on aura un salaire net. Donc, c'est un revenu pour les salariés. Par contre, le coût de la main-d'œuvre ou la masse salariale, salaire brut, plus les cotisations patronales au taux de 16,57% du salaire brut, et la taxe sur la formation professionnelle et la cotisation au fonds de promotion des logements sociaux, soit au taux de 2% et de 1%. Bien sûr, vous n'allez pas retenir ces taux, donc ils seront communiqués. Donc la deuxième partie de la question était quel est l'outil, à quoi sert en fait le calcul de la masse salariale. Donc le calcul de la masse salariale constitue un outil de pilotage, un outil déterminant dans les choix du genre faut-il investir ou faut-il recruter? Faut-il recourir aux heures supplémentaires ou faut-il faire appel à la sous-traitance? Donc, c'est dans ce sens qu'on doit calculer. Souvent, on est amené à calculer le coût de la main-d'œuvre ou masse salariale. شكرا. هل من أسئلة؟ Merci. La question suivante, comment l'entreprise assure-t-elle une gestion économique de ses stocks? Madame Sameh. Merci. Donc, je reprends la question. Comment l'entreprise assure-t-elle une gestion économique des stocks? On peut dire que l'optimisation de la politique de gestion des stocks passe nécessairement par l'application du modèle de Wilson, c'est-à-dire la détermination du nombre optimal de commandes qui permet de minimiser le coût total d'approvisionnement. Ainsi, le nombre optimal de commandes, noté par n étoile, est égal à la racine carrée de la quantité annuelle consommée multipliée par le coût unitaire et par le coût de possession de 1 dinar de stock moyen noté petit i, le tout divisé par 2 fois le coût de lancement d'une commande.
lorsque le nombre de commandes est optimal, le coût total de possession est égal au coût total de lancement et bien sûr le coût total de stockage est minimum. En rappelant la formule du coût total de possession qui est égal à la quantité multipliée par le coût unitaire multiplié par I divisé par 2 fois le nombre de commandes. Le coût de lancement est égal au nombre de commandes multiplié par le coût de lancement d'une commande. On peut aussi utiliser la représentation graphique pour déterminer le nombre optimal de commandes. Ainsi, par exemple, on voit sur notre graphique que la droite est représentée par le coût de passation ou de lancement dans le cas de produit fini. La courbe décroissante est représentée par le coût de possession ou coût de stockage. La projection de l'intersection entre le coût de passation et le coût de possession donne le nombre, sur l'axe des abscisses, donne le nombre optimal de commandes, dans notre cas est égal à 4. Et ainsi, on peut déterminer le coût de possession et le coût de passation qui sont de 800 dinars. Et on peut aussi déterminer le coût total qui est minimum, qui est égal à 2 fois le coût de possession ou le coût de passation, soit 1600 dinars. La représentation graphique permet aussi de calculer le coût de possession ou le coût de passation ou même le coût total à n'importe quel nombre de commandes. Si par exemple on choisit un nombre de commandes qui est égal à 8, on peut déterminer le coût de passation sur l'axe des ordonnées, le coût de passation sur l'axe des ordonnées qui donne un coût de passation de 1600 dinars, un coût de possession de 400 dinars et ainsi le coût total sera de 2000 dinars, c'est-à-dire 1600 dinars plus 400 dinars. Voilà. شكرا أستاذة سماح. Merci. هل من مزيد من الأسئلة؟ Oui, parlons toujours des stocks. On veut savoir quels sont les différents niveaux de stock. Quels sont les différents niveaux de stock? Madame Rissa Feten. Pour répondre à cette question, on va vous communiquer un graphique sur le tableau. Donc, sur ce graphique, on trouve les différents niveaux des stocks de la matière première bois utilisée pour la fabrication des meubles. Bon, selon ce graphique, le stock maximum est 1350 unités, puisque c'est la quantité maximale détenue par l'entreprise dans ses magasins. Ensuite, on trouve ici la courbe de consommation. Donc, la courbe de consommation qui exprime comment les quantités détenues dans les magasins de l'entreprise diminuent au fur et à mesure où on consomme et où on avance dans le temps. Donc, selon ce graphique, la consommation est régulière de 1350 moins 150, soit 1200 unités tous les 40 jours. Donc, regardons ici comment la consommation est toujours régulière, donc de 1200 unités tous les 40 jours. Donc, maintenant, on peut alors déterminer la consommation par jour. Consommation par jour est égale alors 1350 moins 150, c'est-à-dire 1200 sur la durée de réapprovisionnement, c'est-à-dire 40 jours. On trouve 30 unités par jour. Donc, on remarque que le délai de réapprovisionnement sépare deux dates de livraison successives. Maintenant, le niveau du stock d'alerte donc, nous donne le signal du déclenchement de la nouvelle commande. Donc, le point d'intersection entre la courbe de consommation et le niveau du stock d'alerte nous donne le signal de déclenchement de la nouvelle commande. En projetant sur l'axe des ordonnées, on trouve un niveau de stock d'alerte de 600. Et en projetant sur l'axe des temps, des abscisses, on trouve la date de passation de la commande qui est ici, le 25e jour de la période. Le délai de livraison, c'est la période qui sépare la date de la passation de la commande et celle de la livraison de cette même commande. Donc, d'après ce graphique, le délai de livraison est égal à 40 moins 25, soit 15 jours.
Par définition, le stock minimum, c'est la quantité qui permet de couvrir la consommation pendant le délai de livraison. Voilà, la quantité qui permet de couvrir la consommation pendant le délai de livraison s'appelle le stock minimum. Donc, stock minimum est égal alors consommation par jour fois le délai de livraison. Est égal 30 fois 40 moins 25, le délai de livraison c'est de 15 jours. On trouve 450 unités. Maintenant, le stock d'alerte se compose du stock minimum et de stock de sécurité. Donc, on peut déterminer le stock de sécurité. Stock de sécurité est égal alors stock d'alerte moins stock minimum. C'est-à-dire, le stock d'alerte, c'est au niveau de donc, 600 moins le stock d'alerte 450, on trouve alors 150 unités. Bon, pour se prémunir contre le risque d'un éventuel retard de livraison ou d'une pénurie sur le marché, donc l'entreprise tient compte d'un stock de sécurité. Donc, regardons ici sur le graphique, en prolongeant la courbe de consommation, on trouve il y a une pénétration dans le stock de sécurité et pendant ce délai de retard éventuel, donc, qui est égal à 5 jours. Bon, on peut déterminer donc, la définition du stock de sécurité, donc, c'est la consommation nécessaire pendant le retard de livraison éventuel, est égal alors consommation par jour fois le retard éventuel, ou bien le retard prévu. Donc, le stock de sécurité, c'est 150, est égal à la consommation par jour 30 fois le retard prévu. Donc, on peut déterminer le retard prévu qui est égal à 150 sur 30, 5 jours. Maintenant, on peut aussi déterminer la quantité à consommer annuelle, donc prévisionnelle, puisque la consommation est régulière. Grand Q est égal consommation par jour fois 360 est égal 30 fois 360 est égal 10 800 unités. Maintenant, ces 10 800 unités sont commandées sur n fois, n commandes, puisque ici, selon le graphique, la quantité par commande Q sur n est égale à 1200. Donc, la quantité par commande Q sur n est égale 1200 unités. Donc, on peut déterminer le nombre de commandes pratiquées par cette entreprise. N est égal alors à la consommation annuelle, 10 800 unités, sur 1200, on trouve 9 commandes par an. Donc, cette courbe de consommation donc, va être périodique de 9 fois sur le graphique. Maintenant, ce nombre de commandes peut être le nombre de commandes optimal, c'est-à-dire celui qui minimise le coût total lié à l'approvisionnement. Merci, voilà comment on exploite un tel graphique. شكرا أستاذة. تقريبا ما زالوا أقل من 10 دقائق. هل من مزيد من الأسئلة؟ Oui, il y a d'autres questions posées. Quelle différence y a-t-il entre l'écart global et l'écart total? Madame Wafé. تفضل مدام وفاء.
Donc l'entreprise calcule ses coûts sur la base des normes de fabrication, donc qu'elle s'efforce de réaliser, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout pour la quantité produite. Donc on va partir d'un exemple chiffré pour expliquer la différence entre l'écart total et l'écart global. Voilà. Donc, à partir du tableau de calcul de l'écart global, on va prendre un écart global sur le coût de production. Donc, comme vous voyez ici, le coût réel ainsi que le coût préétabli sont calculés sur la base d'une production réelle. La différence entre le coût de production réel et le coût de production préétabli nous donne 6500, c'est l'écart global. Cet écart est dû à un écart global sur consommation matière, un écart global sur main-d'œuvre et un écart global sur autres frais de fabrication. Et chaque écart global peut être décomposé en écart sur quantité et un écart sur surcoût. Donc, si on va prendre un élément de calcul du coût de production, on va s'intéresser à la consommation des matières premières. On va essayer de trouver ou bien d'analyser l'écart global qui est de 3910 en écart sur quantité et écart sur coût, un écart provenant d'une différence de quantité. Donc, l'écart sur quantité est égal à la quantité réelle moins la quantité préétablie ou bien prévisionnelle fois le coût unitaire prévisionnel. Et l'écart sur coût est calculé par la différence entre le coût unitaire réel moins le coût unitaire préétabli fois la quantité réelle. Donc, toutes ces quantités sont calculées sur la base d'une production réelle. Donc, on va passer à l'application chiffrée. On commence par l'écart sur quantité. Quantité réelle de matière consommée, c'est 7250 moins la quantité préétablie, 5575. On va la multiplier par le coût unitaire prévisionnel qui est de 3 dinars 200. Donc, l'écart sur coût maintenant, c'est une différence entre les deux coûts unitaires. Donc, le coût unitaire réel de 3 dinars moins 3 dinars,200 fois une quantité réelle de la consommation matière fois 7250. La somme des deux écarts va nous donner l'écart global. Donc, cet écart-là va être décomposé en 3 écarts et chaque écart global sera décomposé en écart sur quantité et écart sur coût. Dans le cas où l'entreprise n'arrive pas à fabriquer la quantité prévue, à ce moment-là, on va déterminer un autre coût préétabli sur la base d'une production prévue. Donc, la différence entre le coût réel de la production réelle et le coût préétabli de la production prévue sera appelé un écart total. Donc, coût réel de la production réelle moins coût préétabli de la production prévue. Donc, la différence entre l'écart total et l'écart global, c'est un écart provenant d'une différence de volume d'activité entre la quantité réellement produite et la quantité prévue par l'entreprise. Donc, normalement, nous avons un petit résumé à avoir, mais on l'a déjà exploité. Donc, c'est la différence entre les deux écarts. Merci. شكرا أستاذة وفاء. ننتظروا مزيد من الأسئلة ونذكركم برقم الهاتف 71 845 300 أو 71 848 808. Bon, on veut savoir aussi quand est-ce qu'on peut dire que la règle de l'équilibre financier est respectée. Si Belkhoja, c'est possible? Vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais être précis. Donc, pour examiner la situation d'équilibre financier, on va commencer par calculer le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Une fois on a calculé le fonds de roulement, lorsqu'on trouve un fonds de roulement supérieur à 0, on peut dire que l'équilibre minimum est respecté.
c'est-à-dire que l'entreprise est a priori équilibrée, on ne peut pas dire qu'elle est équilibrée. Par la suite, on va calculer le besoin en fonds de roulement. C'est en calculant le besoin en fonds de roulement, vous voyez sur l'écran, c'est l'actif courant sans trésorerie, moins le passif courant sans trésorerie. En comparant le besoin en fonds de roulement au fonds de roulement, on pourra trancher si l'entreprise est équilibrée ou pas. Dans le cas où le fonds de roulement couvre suffisamment le besoin en fonds de roulement, on dira dans ce cas-là qu'il s'agit d'une situation d'équilibre financier. Toutefois, une trésorerie positive, donc c'est un indicateur, elle doit être positive certes, mais elle doit être le plus faible possible, puisque une trésorerie importante, c'est un indicateur de mauvaise gestion. C'est une trésorerie inemployée, c'est une trésorerie oisive, si vous voulez. Donc tout excédent de trésorerie doit être rentabilisé, donc soit placé, soit utilisé pour rembourser les dettes par anticipation. Donc je pense que je viens de répondre brièvement à la notion d'équilibre financier. Donc y a-t-il d'autres questions? سؤال الأخير Madame Jalila, سؤال الأخير. Oui, la dernière question. Comment analyser la variation du FDR dégagé par la première partie du tableau de financement et celle dégagée par la deuxième partie du tableau de financement? Madame Samer, merci. Alors, il faut d'abord rappeler que la première partie du tableau de financement explique la variation du fonds de roulement à partir de la variation des éléments stables, à savoir les nouvelles ressources stables comme la CAF, le prix de cession des anciennes immobilisations, les nouveaux apports en capital, qu'ils soient en numéraire ou en nature, et les nouvelles dettes financières. Il y a aussi les nouveaux emplois, tels que la distribution des dividendes, les nouvelles acquisitions d'immobilisation et aussi le remboursement des dettes financières. Par contre, la deuxième partie du tableau de financement explique la variation du fonds de roulement à partir de la variation des actifs courants, de la variation des passifs courants, mais aussi de la variation de la trésorerie nette. Ce tableau, la deuxième partie, explique comment l'excédent du fonds de roulement a été utilisé pour couvrir l'excédent du besoin en fonds de roulement. Ainsi, dans la première partie du tableau de financement, si l'augmentation des ressources stables est supérieure à l'augmentation des emplois stables, on va parler d'une ressource nette, c'est-à-dire une variation de ressources nettes qui sera par la suite employée pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Et s'il y a un excédent, il sera affecté à la trésorerie qui va augmenter automatiquement. Dans un autre cas, si par exemple les nouvelles ressources sont inférieures aux nouveaux emplois, comme sur votre écran, on a un emploi net de 60 000 dinars. Dans ce cas, on peut utiliser la diminution du besoin en fonds de roulement dans la deuxième partie, qui sera un dégagement, pour financer la diminution du fonds de roulement. Et si la différence ne suffit pas, on va utiliser la trésorerie nette qui va être diminuée, et d'où un dégagement. Voilà, rapidement. شكرا لكل الأساتذة اللي أمنوا درس اليوم. شكرا للأستاذة سماح كريم الطويل، شكرا للأستاذ معز بالخوجة، الأستاذة فاتن مريسة العماري، الأستاذة وفاء بن حسن الجزيري، الأستاذة ومتفقدة المدارس الإعدادية والمعاهد جليلة حداد، الأستاذة منى الأطرش، الأستاذة نجاة بن حسين عبد الواحد. شكرا لهم. ونقول لكم حاجة واحدة، بون كوراج، من جد وجد، ونتمنى لكم حظ سعيد، موفقين إن شاء الله. ننتبهوا شوي للأسئلة، نحاولوا نقروهم، نكتبوا بخط واضح، وأكيد النجاح يكون حليفكم. ثماش شكون يحب يعطي نصائح؟ دونك نشوفوا في السال. تفضل سي معز. مدام جليلة. مدام سماح. Bon, je vous souhaite une bonne chance et surtout du courage. Il faut être attentif dans la lecture du sujet, surtout dans la deuxième partie. Il ne faut jamais oublier que les dossiers sont dépendants et parfois on trouve des informations dans le premier dossier qu'on va utiliser dans le second ou le dernier dossier. Il faut faire juste attention, il faut bien lire le sujet.
Madame Faten. Chers élèves, bon courage et je vous souhaite donc une bonne réussite. Merci. Madame Wafé. Bon, un petit conseil, mais peut-être il aura un effet grandiose, c'est que vous devez lire tout l'énoncé avant de commencer. Vous devez avoir une idée sur le sujet pour savoir la problématique et pour pouvoir répondre correctement et dans les temps, bien sûr. Merci. باش نعطي الكلمة لسي معز باش يقول كلمة زاد. يعطيكم الصحة، إن شاء الله نكونوا فدناكم في حصة اليوم. ربي معاكم. Il nous reste quelques jours pour aller à l'université. نمشي لك مدام جليلة. Bien, donc j'espère que les efforts conjugués par tous les professeurs aient rendu utile et répondu aux attentes de nos chers candidats. Je tiens à remercier l'équipe d'enseignants qui se sont investis pour répondre aux questions de nos élèves. Je remercie la Nationale 2 de fournir cette opportunité à nos élèves. Et pour finir, je tiens à rappeler nos élèves de mettre en application les recommandations déjà communiquées. Je souhaite la réussite à tous les candidats et merci de nous avoir écoutés attentivement. Donc, je souligne principalement de cerner les problèmes, de lire et relire le travail à faire, et d'avoir une méthode de travail qui vous fera progresser dans la résolution du problème. Je souhaite encore une fois la réussite à tous les candidats. Merci. مدام جليلة مصرة وملحة على نفس النصايح اللي عطتهم من الأول عودتهم من الآخر. شكرا لكم، تصبح على خير وحظ موفق.